L'économie circulaire, c'est pas une économie de la consommation, mais c'est plus une économie de l'investissement. Le modèle économique, on l'a construit parce qu'on est parti de rien. On est vraiment parti de rien. Ça, c'est essentiel parce que si on reste sur le coup de l'économie circulaire, on perd l'autre partie, qui est les inconvénients de ne pas faire de l'économie circulaire. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et surtout, tout, ou presque, se réutilise. Bienvenue dans Au cœur de la boucle, le podcast qui porte les voix de l'industrie circulaire. Les crises sanitaires, géopolitiques et climatiques qui ont sévi ces dernières années ont opéré des changements de paradigme forts pour l'industrie française. Les dépenses d'énergie, l'approvisionnement des matières premières et l'impact environnemental de la production sont devenus des enjeux prioritaires auxquels vient répondre l'économie circulaire. Ce modèle de production et de consommation invite les industriels à repenser leur chaîne de valeur avec à la clé la promesse d'économie, de sécurisation et de durabilité. Notre premier épisode se consacre donc à l'optimisation des coûts générés par l'économie circulaire, sous le prisme de 3 experts dont vous avez entendu les voix en ouverture et qui nous offrent leur expérience en la matière. Emmanuelle Ledoux est directrice générale de l'INEC, l'Institut national de l'économie circulaire, un think tank qui a vocation à faire mieux comprendre et connaître l'économie circulaire. Christophe Bruno est quant à lui le cofondateur de Largo, entreprise spécialiste du reconditionnement électronique grand public créée en 2016. Enfin, Christine Guinebretière est cofondatrice d'Upcycléa, une plateforme dédiée aux acteurs de la construction et du bâtiment pour décarboner les parcs immobiliers grâce au levier de l'économie circulaire. Avant d'entrer dans la boucle, commençons par le commencement. De quoi est-il question lorsque l'on parle d'économie circulaire ? La Commission européenne l'a définie comme un cycle au cours duquel les déchets et les ressources sont réduits au minimum. Ainsi, lorsqu'un produit atteint la fin de son cycle de vie, il est réutilisé pour créer à nouveau de la valeur. Popularisé au cours des dernières décennies, le concept prend racine aux origines de la Terre, comme nous le rappelle Christine Guinebretière. Alors, l'économie circulaire est un mot qui existe maintenant dans les consciences depuis à peu près 2013 avec l'Institut d'économie circulaire, et peu de temps avant, il y avait cette association de la Fondation Ellen MacArthur. En fait, l'économie circulaire repose sur un concept qui est bien plus ancien, alors, au-delà du modèle naturel, qui est très vieux, sur le concept de cradle to cradle, qui veut dire berceau à berceau. Cela signifie que l'ensemble des produits et matériaux qui sont inventés, créés par l'homme, doivent être inventés et créés de telle sorte qu'en fin d'usage, ils ne deviennent pas des déchets. Le concept du berceau au berceau emmène l'économie circulaire au-delà de la question du recyclage puisqu'il s'agit d'éradiquer la notion de déchets, que l'on parle de reconditionnement de produits ou d'éco-conception de bâtiments comme on le verra dans cet épisode. Le principe de l'économie circulaire, bien que formalisé au cours des dernières décennies, n'est donc pas né de la dernière pluie. Au XIXe siècle déjà, les rues de Paris étaient sillonnées par des chiffonniers qui transportaient des hôtes sur leur dos, leur permettant de récupérer tout type de déchets en vue de leur donner une seconde vie. Leur métier fut interdit en 1883, alors qu'était imposé l'usage des poubelles aux propriétaires d'immeubles parisiens. Quel rapport avec l'économie circulaire ? La gestion des déchets atteint aujourd'hui ses limites et elle se heurte à nos prises de conscience. Parmi elles, l'idée que les ressources de notre planète ne sont pas inépuisables, comme l'explique Emmanuelle Ledoux, directrice générale de l'INEC. La crise Covid, ça a été quand même un sacré déclencheur de prise de conscience en matière d'économie circulaire. Parce qu'avant, quand on parlait sécurisation des approvisionnements, avant le Covid, on disait que c'était un petit peu une ville d'esprit, on n'imaginait pas du tout qu'on allait pouvoir se retrouver dans une situation où des chaînes de production, des chantiers allaient être à l'arrêt, faute de matières premières. Là, on a connu ça. Globalement, on connaît aussi, et là, c'est pas lié à la crise Covid, mais des vraies crises pénuriques, pas des alertes, pas des risques pénuriques, des crises pénuriques. Sur l'eau, là, on est en crise pénurique. Et on commence, on ne commence pas, d'ailleurs, on est dans la situation où on est obligé d'allouer un certain niveau de ressources de façon contraignante à différents acteurs. Et ça, c'est ce qui nous attend sur pas mal de ressources. Pour contrecarrer les pénuries liées à l'épuisement des ressources, le modèle circulaire est plus que jamais d'actualité. Il pose les bases d'une économie régénératrice en opposition au modèle linéaire sur lequel s'appuie notre économie moderne depuis la révolution industrielle. La différence fondamentale entre ces deux modèles réside dans la question des déchets, un
intimement liée à celle de l'épuisement de nos ressources. Alors, actuellement, on vit dans un monde où on a une économie linéaire. Alors, une économie linéaire, ça veut dire qu'on extrait, on produit, on consomme, on jette. Et l'ambition de l'économie circulaire, c'est de passer à un système de boucle où alors, on extrait, mais beaucoup moins, on produit mieux, on consomme mieux et moins, et on jette alors le moins possible, on recycle, on réemploie, on reconditionne, on répare, etc. Donc en fait vraiment l'idée, vous évoquez le mur du changement climatique, c'est de se dire qu'il faut aussi, on est face au même mur sur les ressources qui sont disponibles, on connaît le jour du dépassement, la question des limites planétaires, et donc il faut être sur une gestion de la ressource beaucoup plus maîtrisée, toutes les ressources. Le jour du dépassement, qui correspond à la date où nous avons utilisé trop de ressources pour que la Terre puisse se régénérer ou absorber nos déchets, ne cesse, au fil des décennies, d'arriver plus tôt. En 1986, il était fixé au 31 décembre. Cette année, il tombera le 2 août. D'après l'OCDE, d'ici à 2050, la population de la planète devrait atteindre 9 milliards de personnes. Avec cette croissance démographique, l'économie mondiale serait amenée à quadrupler. Avec elle, une consommation toujours plus grande d'énergie et de ressources. Comment l'économie circulaire se propose-t-elle d'y remédier ? Cela passe d'abord par une remise en question des modes de consommation. L'économie circulaire, c'est pas une économie de la consommation, mais c'est plus une économie de l'investissement. C'est-à-dire que quel que soit ce qu'on fait, qu'on soit un ménage, qu'on soit une entreprise, il faut penser investissement plutôt que de penser consommation. Investir plutôt que consommer, cela signifie avant tout être apte, pour les entreprises et les personnes qui les dirigent, à changer d'angle et à élargir ses horizons. Ce qu'il faut, et même au niveau de l'entreprise, c'est finalement penser comme ça. Et penser long terme, penser transformation des modèles, penser donc de façon globale, pas seulement le jour J, donc dans l'industrie par exemple. Ça veut dire qu'on ne va pas penser seulement le cœur d'usine, la production, mais on va penser l'ensemble de la chaîne de valeur. Il faut penser l'amont, le type d'approvisionnement et l'aval, les modèles économiques. Donc voilà, c'est déjà cette vision qui est très large. Se projeter dans le temps, certes, mais aussi à l'échelle de nos sociétés. L'économie circulaire est un modèle systémique qui implique de voir plus loin que son entreprise et que sa filière, mais également, et cela est peut-être moins instinctif, de s'ancrer localement. La pensée systémique, ça veut dire qu'on ne va pas décarboner d'un côté au détriment, ou en tout cas allouer de la ressource sur une filière sans penser à l'autre filière. Et si on pense systémique, on voit bien qu'on a une somme de biomasse qui est déterminée et qu'il va falloir la partager dans l'ensemble des filières. Et ça marche un peu avec tout. D'autant qu'un autre élément qui est intéressant en matière d'économie circulaire, c'est que c'est une économie qui est très territoriale. Et il y a aussi cette logique, le déchet de l'un qui est la ressource de l'autre. Donc pareil, si on pense filière, on ne pensera pas que la chaleur d'un serveur, elle peut chauffer une piscine, parce que ça se fait assez couramment, mais de façon générale, que les déchets textiles, par exemple, ils peuvent être utilisés dans le bâtiment. 85% des industriels considèrent l'économie circulaire comme une opportunité économique. Quel est le secret des 36% d'entre eux qui ont intégré la circularité à leur stratégie ? Ce qui est intéressant, la première chose d'abord, c'est, alors si on est sur une logique plutôt de production industrielle, c'est vraiment d'avoir une vision très globale de l'ensemble de sa chaîne de valeur. Donc de partir vraiment du tout début, de l'extraction des ressources dont on va avoir besoin pour être en capacité de produire jusqu'à la fin de vie du produit et de regarder tout au long de ces chaînes où est-ce qu'on a des facteurs d'amélioration. Souvent sur l'industrie, la solution, la solution de la facilité, mais déjà c'est même pas si facile, mais la solution la plus évidente, c'est de se concentrer sur l'usine. Alors qu'on voit bien qu'en particulier sur les questions de ressources, on peut avoir vraiment une action très très longue, en tout cas sur l'ensemble de la chaîne de valeur. À l'heure actuelle, moins de 27% des industriels ont engagé une transformation de leur chaîne de valeur au-delà des cœurs d'usine. Emmanuel Ledoux nous rappelle qu'un outil clé peut encourager le processus de transformation. Ça, il y a un outil qui aide quand même beaucoup pour ça, c'est la responsabilité élargie des producteurs, qui est le système dans lequel on vit dans beaucoup de filières en France, qui est exactement ça, c'est de se dire l'émetteur est responsable de la fin de vie du produit, donc forcément il est amené à s'intéresser tout au long. Mais presque il faudrait aussi la responsabilité élargie de l'extracteur, ou en tout cas de l'acheteur, je ne sais pas comment on pourrait dire, qui amène cette même réflexion sur tout ce qui est filière amont. Les filières REP, pour responsabilité élargie des producteurs, ont été créées par l'État et sont au nombre de 25. Les producteurs doivent ainsi financer
organiser et mettre en place les solutions de collecte, de réutilisation ou de recyclage appropriées pour leurs produits. Cela fonctionne avec des éco-organismes à qui le producteur reverse des contreparties. Elles ont permis, en 2020, de recycler près de 8 millions de tonnes de déchets. Voilà pourquoi on pense souvent au recyclage lorsque l'on parle d'économie circulaire. Et pourtant, vous commencez à le comprendre. L'économie circulaire, c'est pas non plus seulement, alors ça l'est un peu aussi, mais seulement l'économie du déchet. C'est-à-dire souvent on parle recyclage quand on parle économie circulaire. Alors, bien sûr, il y a du recyclage, mais ce n'est pas que ça. Donc il faut vraiment avoir une vision très large. L'économie circulaire, c'est tous les R, réduire, reconditionner, réparer, etc., etc. Donc il faut vraiment avoir en tête finalement une vision très globale de la vie de la ressource. Pour cela, la transparence est de mise. Vous devez idéalement connaître la composition de tous les matériaux de votre chaîne de production et la manière dont ils peuvent être réutilisés pour ne pas finir en déchets. Christine Guillenevretière nous explique comment cela se passe sur le terrain. Donc il va y avoir des produits, des amalgames de produits qui vont empêcher le recyclage futur. Donc que ce soit le textile, le bâtiment et quel que soit le secteur considéré, si on n'a pas la composition au début, la caractérisation complète du produit, on ne peut pas faire de l'économie circulaire. Parce que tout simplement l'industrie de l'autre côté qui veut faire du recyclé est évidemment très exigeante en ce qui concerne les caractéristiques du produit usagé qu'elle va récupérer pour le réintroduire dans ses cycles de production. Donc on doit prévoir la chaîne dès le départ. D'accord. L'économie circulaire, ça rapporte si ça a été pensé dès le début, alors que le réemploi va déclencher des coûts de désassemblage, des coûts de transport et des coûts de réemploi et de traitement de déchets qui vont faire qu'à la fin, c'est souvent coûteux. Et c'est aussi un des freins pour l'instant à l'économie circulaire si on ne le voit que du point de vue réemploi. Alors, l'économie circulaire, opportunité ou contrainte ? On laisse la parole à Emmanuel Ledoux avant de s'intéresser à l'optimisation des coûts. Je pense que c'est une opportunité d'anticiper la contrainte, ce qui est un petit peu une réponse de Normand. La contrainte, elle arrive. On est encore dans le moment de l'opportunité où on peut vraiment travailler sur la transformation des business models, peut-être quelques années avant d'y être forcé. Mais de toute façon, ça va devenir une contrainte. Donc là, c'est l'opportunité de s'adapter et on ne pourra pas passer le temps. À présent, place au concret. Partons sur le terrain pour voir comment optimiser les coûts à tous les niveaux. Le modèle économique, on l'a construit parce qu'on est parti de rien. On est vraiment parti de rien. On est parti d'un constat sociétal et technologique. Et puis, on a construit nos chaînes de reconditionnement au fur et à mesure. Enfin, c'est un métier formidable parce qu'il n'existait pas il y a 5-6 ans. Alors, il est complexe parce que, justement, en partant d'une page blanche, comment j'industrialise parce que 100 000 mobiles, on ne les traite pas comme ça. Il faut un peu de réflexion et puis de gestion de flux, que ce soit du sourcing, de l'industrie ou de la prod ou du commerce. Après des années passées dans la téléphonie, Christophe Bruno, que vous venez d'entendre, a démarré le reconditionnement en 2016 face à un constat technologique et économique. On arrivait à un seuil technologique. Les constructeurs n'intégraient plus de nouvelles techno dans leur téléphone. C'est-à-dire qu'on prend un iPhone 8 qui est sorti en 2017. Aujourd'hui, un iPhone 14, ça ressemble à un iPhone 8. Si ce n'est qu'il n'y a plus d'appareils photo. Cependant, d'un point de vue économique, les tarifs augmentaient tous les ans. Donc, ça a favorisé le marché de la seconde main, d'abord de particulier à particulier. Et on a vu l'avènement du smartphone et sa stagnation technologique. Et on s'est dit, avec Frédéric, que ça serait intéressant pour le consommateur final, qu'il soit particulier ou entreprise, de mettre une brique professionnelle entre les deux. Aujourd'hui, son modèle économique permet de proposer aux particuliers, entreprises et collectivités des produits technologiques à des coûts très compétitifs. Un smartphone reconditionné, c'est vendu 30 à 50% moins cher que le neuf. Voilà, ça, j'ai pas besoin de faire la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est une solution économique dans le contexte sociétal dans lequel on vit aujourd'hui, inflationniste. Une chose est essentielle à comprendre sur l'aspect financier de l'économie circulaire. L'optimisation des coûts et de l'empreinte environnementale sont intimement liés. Ainsi, les résultats de l'un alimentent les bilans de l'autre. On a travaillé sur la partie empreinte environnementale de notre numérique en France. Et quand on travaille le sujet avec l'ADEME, on a travaillé le sujet avec l'ADEME il y a maintenant peut-être un peu plus d'un an. On a fait une analyse du cycle de vie des produits et on s'est rendu compte que la phase critique d'émissions de carbone d'un smartphone, c'est sa phase de construction. 80% de ces émissions carbone sont générées par sa phase de construction. Puis après, un peu sur sa durée de vie. Pour donner quelques éléments environnementaux, c'est un smartphone reconditionné, c'est 8 fois moins polluant qu'un neuf. C'est 82 kg de matières premières économisées.
et l'équivalent de 240 baignoires d'eau. Donc c'est des chiffres qui sont importants parce que quand on multiplie le nombre de devices qui sont produits chaque année, vous imaginez l'impact environnemental. Réduire ses émissions carbone lorsque l'on reconditionne est la première étape pour réduire ses coûts. Ainsi, les bilans écologiques peuvent être valorisés dans les bilans financiers. Il y a un travail qui est fait par l'État et puis diverses associations. On fait partie d'une association qui s'appelle Rupture et on travaille sur ce qu'on appelle, il y a une commission sur la triple comptabilité, vaste sujet, qui permet en fait de valoriser les économies carbone dans le bilan financier de l'entreprise. Donc voilà, il y a plein de dispositifs ou plein de pistes de réflexion aujourd'hui autour de ces économies carbone. La triple comptabilité est le fait d'intégrer les questions environnementales à la performance globale de l'entreprise. Elle renouvelle le modèle classique qui évalue la performance uniquement à l'aune des résultats financiers. Il est possible de se faire accompagner dans cette démarche par des acteurs spécialisés, qu'il s'agisse d'organismes d'État, de consultants ou d'associations comme cela a été le cas pour l'Argo. En parallèle des émissions carbone, la question du traitement des déchets ou de leur recyclage est aussi un paramètre indispensable à prendre en compte pour optimiser ses coûts. Et surtout, il s'agit d'apprendre à distinguer le recyclage du réemploi, comme le souligne Christine Guinebretière. Donc c'est très important dans l'économie circulaire de vraiment différencier économie circulaire de réemploi, qui est en réalité une brique de l'économie circulaire. Et comme je sais que le sujet qui vous intéresse, c'est celui des coûts, eh bien le modèle économique qui est basé sur de l'économie circulaire est entièrement conçu pour que finalement l'ensemble de l'écosystème puisse calculer ses coûts et puisse surtout faire des marges en ayant imité la nature et en partageant des ressources. On voit bien que c'est logique qu'à partir du moment qu'on enlève le coût de traitement des déchets et le coût de déchets, à un moment donné, ça va profiter à l'ensemble de l'écosystème. Une activité qui génère des déchets génère également des coûts, qui vont devenir de plus en plus importants dans les années à venir. Pour optimiser ces coûts, il s'agit donc avant tout d'éviter ou d'anticiper certaines pertes financières liées à un modèle obsolète. Ça, c'est essentiel parce que si on reste sur le coût de l'économie circulaire, on perd l'autre partie qui est les inconvénients de ne pas faire de l'économie circulaire et qui a peut-être un coût supplémentaire, voire supérieur, puisqu'on a même des grands cabinets d'audit ont même mesuré que les patrimoines immobiliers non durables accuseront une diminution de leur valorisation à hauteur de 17% de valorisation de leurs actifs immobiliers. 17%, on l'appelle l'obsolescence carbone, et donc la diminution de la valeur des portefeuilles immobiliers a été estimée à 17%, ce qui est énorme. Donc là, le coût finalement de ne pas faire de l'économie circulaire commence à amener maintenant un coût d'obsolescence qui va coûter une fortune aux détenteurs de parcs immobiliers. Pour éviter cette obsolescence, la rentabilité des entreprises passera aussi par l'exploitation de nouveaux gisements plus respectueux des ressources de la planète. Cette question est au cœur de l'activité de reconditionnement de l'Argo. Le marché européen, il est très demandeur de produits reconditionnés. Je ne parle pas que de la France, j'élargis un peu le regard, et il y a un problème de gisement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, même si ça a tendance à diminuer chez l'Argo et on a vraiment envie de travailler sur cette partie-là, il y a un gisement très fort aux États-Unis, que les produits sont consommés de manière plus forte qu'en Europe. Donc il y a un gisement très fort, mais on achète quelques produits encore auprès de brokers aux États-Unis pour faire de la massification du volume. Mais les enjeux de la filière, ils sont sur la collecte sur nos territoires. Donc ça commence à s'organiser. Il y a des opérateurs qui travaillent dessus, des distributeurs. Nous, on est présents sur pas mal de programmes de buyback, ce qu'on appelle de rachat de produits auprès de particuliers, qui sont soit organisés effectivement par des opérateurs, soit par des distributeurs. Et nous, on vient se plugger à ces programmes en tant que broker. On rachète les produits et on leur donne une seconde vie dans l'usine et on les revend. L'économie circulaire, comme on l'a vu dans notre première partie, se pense donc à l'échelle d'un territoire. Plus les circuits sont courts, plus le modèle devient profitable. L'intérêt du circuit court, c'est que, on va chercher nos gisements sur nos territoires. Donc, on ne fait plus voler de produits depuis les États-Unis, sachant qu'ils ont déjà voyagé depuis la Chine vers les États-Unis, qui reviennent vers la France. Je ne vous parle pas de l'empreinte environnementale, c'est un peu moins vertueux. Et c'est beaucoup plus vertueux d'aller les chercher pour le coup sur le territoire. Mais ça nécessite une organisation de la filière qui est encore balbutiante sur cette partie reverse, en fait, en tout cas un rachat de produits auprès de particuliers. Ça nécessite l'implication aussi et la communication de la part des organismes d'État, que ce soit l'ADEME, le ministère de l'Environnement. Enfin, il y a plein de parties prenantes aujourd'hui qui doivent venir aider à la structuration de la filière. Les acteurs, nous, acteurs de la filière, on doit participer à ces travaux. S'il faut réfléchir à comment pérenniser l'économie circulaire, la piste est donc de se tourner vers des stratégies d'investissement locales. Elles permettront de démocratiser le modèle économique pour l'inscrire de manière pérenne dans nos modes de consommation.
L'enjeu principal, il est sur ce gisement pour que ça continue à se développer. L'année dernière, c'est 20% de produits reconditionnés vendus en France. Si on regarde un peu dans le rétroviseur, 6 ans en arrière, on n'apparaissait même pas dans les compteurs. Dans un marché du neuf qui continue à baisser. C'est une bonne nouvelle parce qu'ils ont démocratisé le produit reconditionné, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Une nouvelle de bon augure pour l'économie circulaire. Et surtout, l'indice que le marché a amorcé une mutation appelée à s'amplifier. Maintenant, il faut que les constructeurs comprennent ce nouveau marché et ne soient pas opposés à la mise en place de ce marché, parce que leur métier, c'est de faire du neuf. Mais je pense qu'on peut cohabiter. On fait souvent dépendant, nous, avec dans notre activité, avec la voiture d'occasion. Parce qu'en fait, c'est un marché qui est très mature, le véhicule d'occasion. On n'est pas sur les mêmes valeurs de biens, mais en tout cas, dans les codes de consommation, on est dans les mêmes fourches codiques. Et donc, même si le marché de l'automobile, aujourd'hui, il est en pleine transition avec l'électrique, il y a du renouvellement sur le neuf, mais il faut savoir qu'il y avait 70% de voitures d'occasion je pense que c'est toujours les chiffres d'ailleurs, il faut que je revérifie, mais 70% de voitures d'occasion qui se vendent versus 30% de neuf. Donc aujourd'hui, on n'est pas sur ces ratios-là, puisqu'il y a 20% de produits reconditionnés qui sont vendus et 80% de neuf. Donc nous, on a bon espoir. Enfin, si on élève le regard, ce qui serait idéal, c'est d'arriver à 50-50 pour un produit neuf acheté et un produit reconditionné acheté. Alors que les marchés se structurent, se pose la question des financements. Christine Guinebretière nous explique en quoi répondre à de nouvelles normes plus durables permettra d'attirer les investisseurs, notamment dans l'immobilier. Parmi les éléments importants, c'est que dès lors qu'on a caractérisé son bâtiment le mieux possible, on a alors des indicateurs et des mesures, on peut mesurer les impacts environnementaux, sociétaux et sur la santé de son bâtiment. On va ensuite pouvoir mesurer les flux de matière qui sortent de son patrimoine. Et donc, j'ai envie de dire, tout en un, on obtient du coup les indicateurs de la taxonomie européenne qui arrivent dès le début de l'année prochaine sur les parcs immobiliers. Et cette taxonomie européenne permettra ou non d'obtenir des financements, puisque maintenant la finance va devenir de plus en plus durable en attribuant ces finances à des activités durables. Il n'est donc plus question, pour se faire financer, de présenter des dossiers qui mettent en avant uniquement la rentabilité monétaire. La durabilité d'une activité devient un critère d'investissement. Le principe de la taxonomie, c'est de définir ce qu'est une activité durable et ce qu'est une activité non durable pour pouvoir attirer les financements vers les activités durables. À ce moment-là, il va donc falloir que le secteur de l'immobilier rentre peu à peu dans les activités durables. Pour pouvoir rentrer dans les activités durables, il n'y a pas d'autre solution que de caractériser les produits matériaux et les équipements qui rentrent dans les bâtiments, d'en mesurer tous les impacts, donc l'impact carbone, l'impact sur la santé, sur la biodiversité, la non-toxicité, l'impact sur l'eau qui est très important, les impacts sociétaux. Et ensuite, il faut être capable de suivre pendant la vie du bâtiment les volumes de matière et donc de CO2 qui rentrent et qui sortent dans son portefeuille immobilier pour pouvoir ensuite démontrer, donner des indicateurs auditables. Et c'est sur la foi de ces indicateurs auditables que les financiers iront financer les activités durables. Pour obtenir des financements, il s'agit donc pour les entreprises de donner des preuves concrètes de leur engagement environnemental. Cet engagement sera amené à être de plus en plus encadré par la législation française ou européenne, qui devrait encourager la mise en place du modèle circulaire pour toutes les industries. La preuve par l'exemple avec le cas des bailleurs sociaux. Le fait de s'intéresser, de mettre en place l'économie circulaire de leur patrimoine, sur leur patrimoine, pour ensuite répondre à la taxonomie européenne, puisque les deux vont ensemble, vont leur permettre d'avoir accès au financement européen, alors qu'ils risquent de se couper de ces nouveaux financements européens basés sur la taxonomie européenne, voire des emprunts verts qui sont en train d'arriver dans les banques, où il y a maintenant des emprunts à impact qui commencent à émerger pour le domaine du bâtiment. Cerise sur le gâteau, et pas des moindres lorsqu'il est question d'optimiser les coûts, l'économie circulaire génère des bénéfices. En faisant un bâtiment en économie circulaire selon notre méthodologie, ce bâtiment va rapporter au propriétaire du bâtiment 73 € du mètre carré sur 20 à 25 ans de gestion circulaire de son patrimoine. Si l'on récapitule, la clé pour intégrer l'économie circulaire à son modèle économique est tout d'abord de prendre du recul pour analyser son activité à une échelle systémique. Ensuite, de maîtriser la composition de ses produits pour éviter les coûts générés par le traitement des déchets. Le but ultime, les faire disparaître pour réutiliser nos ressources à l'infini sans les épuiser. Car philosophiquement,
Il s'agit d'intégrer la certitude que la profitabilité et la durabilité sont désormais indissociables. Ce n'est qu'à ces conditions que l'on pourra optimiser ses coûts tout en maintenant une activité pérenne. Investir dans des produits reconditionnés pour réaliser des économies sur son parc, qu'il soit technologique ou automobile. Imaginer de nouvelles filières d'approvisionnement qui n'épuisent pas la planète. Mettre en place une triple comptabilité pour lier résultats financiers et environnementaux. Créer des cercles vertueux qui attireront à eux de nouveaux investisseurs. À présent, à vous de jouer. Merci d'avoir écouté Au cœur de la boucle, le podcast qui porte les voix de l'industrie circulaire.